conférence que Jean-Pierre Chrétien nous donne sur les liens entre racisme et génocide. Jean-Pierre Chrétien est directeur de recherche émérite au CNRS. Il est un grand spécialiste de l'histoire de l'Afrique des Grands Lacs, d'abord Burundi, puis Rwanda, au XIXe et XXe siècle. Il a réalisé, publié de très nombreux ouvrages sur la question du racisme, sur la question de l'ethnicité. Je vous recommande en particulier cet ouvrage publié en 2013 avec Marcel Kabanda, Rwanda, racisme et génocide. Mais Jean-Pierre Chrétien ne s'est pas contenté, si j'ose dire, de cela. Son engagement civique en tant qu'historien et chercheur sur les massacres de masse au Burundi en 72 et dès 93 pour le Rwanda, son engagement civique donc a consisté à alerter les opinions publiques occidentales lors de ces massacres dès 72 et dès 93, il évoque clairement les menaces d'un génocide. Alors je vous renvoie en particulier à l'article qu'il avait publié dans la revue Esprit en mars-avril 1993 sur ce sujet-là. Et je dois dire que c'est vraiment une grande chance pour nous de pouvoir l'écouter ce matin. Je l'en remercie très chaleureusement. Merci. Alors j'ai donné un sous-titre là qui est affiché sur le thème de ce que je vais tâcher de vous expliquer, que j'ai intitulé « La constitution raciale des identités Tutsi et Hutu », le fondement donc idéologique dont on a parlé juste avant. Pourquoi il y a eu un génocide de 1994. Au fond, c'est essayer d'expliquer comment l'inouï, l'indicible, est apparu comme normal. Et de ce point de vue, il faut quand même que je me mette en garde moi-même et que je vous mette en garde vous-même sur le rôle que je joue ici. Je ne suis pas l'africaniste, comme on dit, qui va expliquer le génocide. Et après, quand vous aurez entendu mes explications, vous aurez tout compris, vous aurez compris quelque part que c'était normal. En fait, je veux vous faire partager mes interrogations. Mes interrogations, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un contenu, et pas me contenter d'énumérer des questions, mais enfin, c'est sur cette base-là. Et mes interrogations ne portent pas, comme dans les travaux de Hélène Dumas, sur la réalité du vécu au niveau des collines pendant le génocide, mais sur des mots. Comment on est passé, comme disait l'autre, des mots aux morts. Alors, d'abord, je pars de l'actualité immédiate, c'est-à-dire de la tentation du déni, encore aujourd'hui en France, et je pars d'une citation très récente, de 14 mars 2019, l'amiral Langsad, qui était chef d'état-major à l'époque, c'est une interview dans Le Monde Mediapart, il dit, à l'époque, on n'a jamais parlé de génocide, jamais. Le génocide, c'est une notion qui est apparue après. Et d'ailleurs, nous, c'est cela qu'on a voulu éviter. Je résume, vous avez le texte sous les yeux. C'est ce qu'on a évité au départ. On a commencé à parler d'un génocide seulement 3 semaines ou 1 mois après l'attentat. Bon, je ne veux pas me mettre en avant, il y en a eu d'autres, hein, mais le 10 avril, sur RFI, avec Madeleine Moukama-Bano, on parlait bien de génocide. Bon. Mais sans doute, les militaires ont des sources d'informations beaucoup plus sérieuses que celles des gens qui connaissent la région. Et alors, une autre phrase que j'ai reprise là aussi, c'est quand il dit « La France avait pourtant posé dans cette opération turquoise un principe de neutralité, être neutre vis-à-vis des protagonistes. » Vous voyez ce que ça veut dire, être neutre face à un génocide. Et alors, je me pose une question pour démarrer à partir de ce texte. Manifestement, c'est une habitude de se justifier d'une politique. Bon, je ne vais pas développer sur la politique de la France au Rwanda, ce n'est pas mon thème ici. Mais la volonté de se justifier en niant quelque part le génocide. Ça, c'est ça qui est inquiétant. Et je dirais que ce qui est encore pire, c'est, j'allais me dire, peut-être il est sincère. Peut-être il n'a vraiment pas vu que c'était un génocide, parce que c'était en Afrique. Donc, je vais vous faire partager donc, mes interrogations, mais vous voyez, c'est renouvelé, les interrogations sont renouvelées sans cesse confrontées à ce qu'on dit sur ce génocide. Alors, effectivement, le déni
Très rapidement, je rappelle que ça a consisté soit à dire que le génocide, peut-être comme ça, oui, était une péripétie tactique dans une guerre, ou bien c'était le produit d'un antagonisme atavique. Le correspondant du Monde à Nairobi, Jacques de Barin, à l'époque, a parlé des Capulets et les Montaigu, qui étaient cultivés, monsieur de Barin. Donc, un conflit ethnique naturel, ou bien, troisième thème, la colère justifiée d'un peuple apeuré, confronté au retour des féodaux. Donc, sous différentes versions, militaires, ethnographiques, sociales, bon, on dénie la réalité même du génocide, on a tué les Tutsis pour ce qu'ils étaient. Et ce qui me frappe, et c'est pour ça que j'ai accepté de parler ici et que je suis heureux de parler ici, c'est qu'il me semble que dans les thèses, dans les discours des gens qui veulent nier, au fond, plus ou moins ouvertement, la réalité de ce génocide, il y a un refus significatif, à mon avis, de parler du racisme. Au fond, le mot racisme, c'est pour ça qu'on l'a mis au titre du livre avec Marcel, ce n'est pas une guerre qui mène à un génocide, c'est un racisme qui mène à un génocide. Ce qui s'est passé pendant ce conflit, c'est un génocide. Et c'est cela qui est essentiel. Un génocide fondé sur un racisme lancinant, je vais donc développer, opposant des nègres bantous, j'emploie le vocabulaire de l'époque, les Hutus, et des Hamites, les Tutsis. Et en occultant du même coup le formatage mental qui a forgé cette discrimination durable. Et là, je cite très souvent la journaliste belge Marie-France Cros, qui avait écrit ironiquement dans la Libre Belgique le 1er juin 1994, « Le racisme tutsi semble, dans notre opinion, de bonne aloi ». Alors, chez les Rwandais eux-mêmes, je prolonge un peu des échos, on a eu des témoignages de ce matin, il y a une identification difficile de la haine raciste. Enfin, chez les bourreaux, parler du racisme, Jean Hatzfeld le cite, c'est le deuxième texte là, que j'ai affiché, dans Une saison de machette, il écrit, chez ses témoins qu'il a interrogés, il est beaucoup plus difficile d'aborder le sujet de l'antitoutsisme que de celui de leur premier meurtre. Et pourtant, ajoute-t-il, un génocide n'est pas une mauvaise broussaille, etc. Il y avait des radios qui nous rabâchaient, etc. Bon. Alors donc, le racisme, dès que vous voyez quelqu'un, rwandais ou français ou autre étranger, qui tergiverse pour parler de ce racisme, à mon avis, c'est mauvais signe. D'où la naïveté, d'ailleurs, encore aujourd'hui, de certains chercheurs américains en particulier, qui s'appuient sur les propos des repentis dans les prisons, qui, justement, ne veulent pas trop parler de ce racisme pour dire que ce racisme n'a pas été trop grave. Alors, moi, comme je l'ai dit au début, je vous fais partager mes questions. Je ne suis pas un expert, un notaire qui va normaliser des tueries. Et puis d'abord, je ne suis même pas spécialiste des génocides. Enfin, je le suis peut-être devenu. Mais je suis avant tout historien de cette région d'Afrique au XIXe et XXe siècle. J'ai commencé mes recherches dans les années 60. Je vais y revenir, j'ai découvert assez vite ce problème du racisme, mais je ne suis pas venu étudier les génocides, je suis venu étudier une société africaine, en l'occurrence plutôt le Burundi, mais le Burundi et le Rwanda sont comme des faux jumeaux qui se regardent dans un miroir. Ce n'est pas la même chose et en même temps ça ressemble beaucoup. Bon. Alors, donc, et puis je me suis exprimé sur le Rwanda. Je ne me suis pas exprimé sur le Rwanda après le génocide de 1994, contrairement à ce que certains disent. C'est une réalité historique complexe que j'ai rencontrée, en fait, depuis les années 60, et donc je vais vous en faire part, dans mes recherches sur l'histoire du Rwanda et du Burundi. Donc l'évidence du génocide m'est apparue, je dirais, bien avant sa reconnaissance l'été 1994. Mais c'est vrai que je n'ai pas répété sans arrêt génocide, génocide, génocide. Dans la revue Esprit en avril 1993, comment éviter, on a été au lendemain de l'enquête de l'AFIDH et des propos de Jean Carbonard à la télévision. Hein. Bon, mais j'avais fait d'autres articles sur ce qui menaçait d'arriver, mais je veux dire, on hésite, on n'emploie pas le mot génocide à tout va, hein, mais le risque de ce type de tragédie me semblait évident. Et donc, pour terminer sur mon introduction, hier nous avons visité Oradour. Pourrait-on comprendre Oradour sans connaître la conception nazie du pouvoir et de l'usage de la violence?
et de la guerre totalitaire. Alors donc, on est en présence, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer, d'une idéologie de race aussi virulente et de même facture que l'idéologie antisémite, née également à la même époque, à la fin du XIXe siècle, donc l'idéologie hamitique. C'est le sous-titre d'ailleurs du livre. J'avais publié en 1977 déjà un article qui s'appelait « Les deux visages de Cam ». Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire et c'est en rapport avec cela. Alors, j'insiste, c'est important. Bon, évidemment, je ne fais pas une conférence sur quelque chose que j'estimerais non important, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui en parlent plus ou moins de cet imaginaire au tout-ci. Mais c'est comme si c'était un décor un peu folklorique. Mais non, c'est viscéral, c'est profond, c'est obsédant, c'est lancinant pendant plusieurs décennies. Alors, donc, on est en présence d'une histoire connectée entre cette région d'Afrique et l'Europe, parce que ce ne sont pas les Rwandais qui ont inventé l'idéologie hamitique, où les acteurs ont été souvent des étrangers, mais de plus en plus des acteurs locaux. Donc, c'est l'histoire d'une idéologie de race bonne à penser, comme disait Lévi-Strauss, pour les Européens durant un siècle, et devenue bonne à penser pour nombre de Rwandais ensuite. Alors, on passe, oui, premier point. Alors, je vais essayer, mais de façon très résumée, de vous expliquer ce que veut dire idéologie hamitique. Il s'agit de regards et de fantasmes qui tournent autour de l'Afrique des sources du Nil, donc des années 1860 aux années 1890. Donc ce n'est pas hier, c'est franchement avant-hier. Donc, disons, on parle du Rwanda sans que le Rwanda soit connu à l'époque. Avant même qu'on ait pénétré au Rwanda, ni même parlé de lui. Et parmi les noms qu'on peut réciter, il y en a d'autres, les archéologues, etc. Il y a le linguiste Ernest Renan, il y a surtout Gobineau. Alors, j'avais essayé d'expliquer ça, je résume en 2 points. Vous vous rappelez que dans la Genèse, Noé a 3 fils, que Cam est considéré comme l'ancêtre des Noirs, que Cam se conduit très mal avec son père, donc ça a été utilisé pour montrer qu'une malédiction pesait sur les Noirs, et donc que Cam, c'est l'ancêtre des Noirs maudits. Mais il se passe au milieu du XIXe siècle un tournant scientifique qui est constaté par des auteurs à cette époque, un tournant scientifique, sur le thème camitique ou hamitique. C'est-à-dire que des exégètes, des archéologues, des linguistes disent « Attendez, la Genèse, c'est bien gentil, mais les auteurs de la Genèse ne connaissaient pas vraiment l'Afrique noire, pas plus qu'ils ne connaissaient la Chine ou les Amérindiens. » Donc, en fait, le classement Cam, Sem, Japhet dans le discours de la Genèse désigne des populations du Proche-Orient. Donc, les descendants de Cam, c'est plutôt, alors on va énumérer Canaan, Couche, parce qu'il y a la généalogie biblique, c'est-à-dire des populations du Proche-Orient ou du Nil. À commencer par l'Égypte. Et Ernest Renan, là, qui intervient en disant les Égyptiens anciens employaient une langue qui n'était pas sémitique, elle n'était pas non plus proche d'autres langues que l'on connaisse, je propose de l'appeler hamitique. Quant à Gobineau, face à ce thème de populations donc hamitiques qui ne sont pas noires, qui sont proches orientales, il dit c'est un terme qui désigne une première coulée blanche, alors vous voyez le langage cette fois-ci, le sang blanc qui pénètre dans les pays noirs. Et il dit il y a environ 5000 ans, il y a une première coulée blanche, et ça a donné des peuples camitiques. Voilà le tournant, où on passe des fils de Cam, noirs maudits, aux Camites, métis venus du Proche-Orient, peuples venus du Proche-Orient se métissant avec des populations noires. Et ça a donné ensuite, dans la littérature africaniste, une espèce de cliché répétitif, ce qu'on appelait les vrais nègres et les faux nègres. C'est par exemple dans Les races d'Afrique de Charles Seligman, un anthropologue anglais, un livre vraiment devenu comme un manuel, qui a été édité des années 1930 aux années 1950. Vrais nègres et faux nègres. Chaque fois qu'on voyait des Noirs un peu plus élégants, un peu plus organisés, qui semblaient un peu plus beaux, etc., qui n'étaient pas, comme on dit au XIXe siècle, on ne parlait pas de bananiers, on parlait de Noirs de débit de tabac, parce qu'il y avait des publicités caricaturales. Donc, dès qu'on voit des Africains qui semblent un peu mieux, ce n'est pas des vrais nègres, c'est des métis probablement venus de cette fameuse coulée blanche. Alors, dans la région des Grands Lacs, eh bien, dès que les premiers, ce qu'on appelle les explorateurs, c'est-à-dire des voyageurs intéressés par la chasse, financés pour éclairer l'Europe sur les possibilités commerciales, etc.,
arrivent dans la région, puis ils sont attirés par la découverte des sources du Nil. Enfin, ils vont découvrir les sources du Nil. Eh bien, ils sont confrontés tout de suite à des paysages différents, à des royaumes organisés, alors que vers l'est du continent ou dans le bassin du Congo, mais ils viennent surtout de l'est, ils sont confrontés à des populations moins organisées à leurs yeux politiquement, en tout cas moins centralisées. Donc ils disent, voilà, tout cela ne peut s'expliquer que par une invasion civilisatrice venue d'Éthiopie. Et ça donne donc les récits de Speke, l'explorateur anglais des années 1860. Voilà, il y a des gars-là qui sont avancés, ils ont créé un royaume, ils ont perdu leur langue, leur religion, etc. Mais on voit des traces dans l'organisation des royaumes, et même dans certains traits physiques, puisque dans la région des Grands Lacs, on voit des traits physiques différents. À vrai dire, on en trouvait aussi des traits physiques différents dans toute l'Afrique orientale, mais là, on va être très focalisé là-dessus en fonction du discours sociopolitique. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est le deuxième texte, le premier Européen qui soit entré au Rwanda, le comte von Goetzen, c'est un militaire allemand, écrit, alors c'est très intéressant, comment il écrit, comment se bâtit une certitude. L'histoire du Rwanda est obscure et légendaire. Bon, entre parenthèses, il est passé quelques semaines, hein. Il n'a pas fait des grandes enquêtes du CNRS. Hein. L'histoire du Rwanda est obscure et légendaire. Nous entendons parler de grandes migrations de peuples hamitiques venus d'Abyssinie et des pays Galas. Aucun Rwandais n'a pu lui dire ça. Ce n'est pas possible. Aucun Rwandais ne connaît ni les Galas, ni l'Abyssinie, ni les peuples hamitiques, ni etc. Qui, avec des troupeaux innombrables de vaches aux longues cornes, progressent, etc. Il avoue, il est quand même honnête, von Goetzen, là, il ne peut que très difficilement, ou même pas du tout, vérifier si ces bouleversements remontent à 200, 500 ou 1000 ans. Mais il dit, voilà, c'est l'origine de cette aristocratie. À côté d'une classe dirigeante, nous trouvons la grande masse de la population implantée depuis des temps immémoriaux, les agriculteurs Bahutu, une tribu de nègres bantous. Donc, il reprend en fait Speke, il a lu Speke, et il reprend le discours qui justifie une organisation politique par une conquête étrangère. Et voilà la vulgate, j'allais dire politico-raciale ou social-raciale, qui s'installe dès le début du contact, avant même que, en quelque sorte, les Rwandais connaissent les Européens et que les Européens connaissent vraiment les Rwandais, l'idéologie est en place. Alors, deuxième point, il n'y a pas de texte là. J'évoque rapidement ce qu'était le Rwanda. Le Rwanda, il existait, hein, bon, vers 1880. Bon, c'était un royaume africain avec ses problèmes. Ce n'était pas un Éden, hein. Il n'y a pas question de rêver d'un Rwanda merveilleux. C'était un pays normal, si j'ose dire, à l'époque, dans sa situation géographique et historique. C'est une société agro-pastorale, beaucoup plus prospère d'ailleurs que celle des savanes ou de l'Est ou des forêts de l'Ouest, dont les sociétés étaient structurées. Vraiment, là, je donne des généralités très grandes. Il y avait une double structuration entre une vingtaine de ce qu'on a appelé des clans. Bon, c'est très compliqué. Entre parenthèses, dans chacun de ces clans, il y a des Tutsis, des Hutus et des Twa. Bon, fermons la parenthèse. Et vous voyez comment les choses sont compliquées. Donc, il y a d'une part ce classement clanique, et d'autre part, il y a le classement entre des catégories, parce que le mot ethnie, le mot race sont tellement connotés, des catégories, des Batois, avec des catégories auxquelles on accorde des vocations, on peut dire. Hein. Les Batois, minorité, qui est plutôt bonne pour la chasse, la pêche et la poterie. Les Bahutus sont considérés comme des bons agriculteurs, bons forgerons. Les Batutsis comme des bons éleveurs. En fait, c'est très joli ce discours, mais il y a un chevauchement complet de tout cela, de ces deux clivages et de ces activités. Les Tutsis ne sont pas des pasteurs Maasai, à côté d'agriculteurs Kikuyu, comme au Kenya. Les uns et les autres ont des terres et mêlent agriculture et élevage. Bon. Alors, mais il y a la politique, il y a un royaume. Il n'y a pas de royaume de pouvoir politique sans qu'il y ait des guerres, des conflits, des antagonismes. Il y a un royaume qui s'est construit avec la force, hein, et une aristocratie politique qui est autour du souverain. Bon, il y a des Hutus qui sont des gens importants. D'ailleurs, parfois, quand ils deviennent importants, ils se tutsisent. Bon, parce qu'il y a une image positive de l'identité Tutsi, puisque la dynastie elle-même est d'un clan Tutsi. Bon. Alors, en plus, la situation, quand même, au XIXe siècle, elle s'aggrave. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un durcissement des rapports sociaux, mais dont les victimes sont aussi bien des éleveurs Tutsis, d'ailleurs, que des paysans Hutus qui sont réduits à des conditions de corvéables particulièrement dures. Bon, donc,
voilà, il y a une situation, bon, qu'on peut analyser, qui n'est pas celle d'un paradis. Mais il n'y a pas d'antagonisme frontal ou tout aussi. Tout ne se réduit pas à ça. Hein, bon. Alors, les colonisateurs vont arriver. C'est les Allemands, donc à partir de la fin des années 90, début des années 1900. Donc ils prennent en charge cette société dans le cadre de l'Afrique orientale allemande. Ils pourraient, comme partout les colonisateurs, ils analysent la société, ils voient comment ils peuvent l'exploiter, la contrôler, etc. Mais là, je dois dire que sans avoir eu le temps de faire une analyse sociale et politique réelle, ils avaient déjà les réponses. Le fantasme que j'ai évoqué précédemment. Voilà, nous avons les aristocrates hamitiques venus d'Éthiopie et nous avons le peuple bantou nègre. Ils avaient tout de suite les réponses pour la façon de gérer cette société sans avoir à la voir de plus près. Et ça continuera longtemps, jusque, je reste à l'époque coloniale, l'époque, certains ont peut-être vu un jour Les Mines du roi Salomon, un film des années 50 qui a été tourné au Rwanda, même si le roman, lui, se situait vers le Zambèze, et qui reprend cette imagerie. Bon, alors voilà le Rwanda et les Blancs qui arrivent et avec leurs fantasmes. Ensuite, là, il y a des textes. On passe au troisième. Cette fois-ci, on passe à l'époque coloniale. Je prends les années 30-50 comme l'apogée de la période coloniale. Les Allemands sont partis depuis la Première Guerre mondiale. Le colonisateur est belge. C'est une colonisation très spéciale qui, en fait, en fonction du fantasme qu'on a vu et de l'utilité qui apparaît de l'exploiter, on veut reconstruire, enfin les missionnaires rêvent de reconstruire une féodalité chrétienne, mais qui va être là racialement définie amito-sémitique. Au fond, l'idéologie hamitique, ce sont les Pères Blancs qui l'ont forgée, parce que ce ne sont pas ni les militaires allemands ou les civils administrateurs allemands, ni les administrateurs belges qui lisent toute cette littérature. Par contre, les missionnaires sont les clercs, comme on disait au Moyen-Âge. C'est eux qui connaissent la littérature et qui savent comment il faut lire cette société. Et cela amène à considérer les Tutsis comme soit des chrétiens d'Éthiopie égarés vers le Grand Lac, soit comme des juifs de l'Afrique, d'où l'expression fréquente de sémito-hamites. Il y a même un sulpicien qui a écrit un manuel de la Bible très connu à l'époque, Vigourou, qui explique que ce sont des Couchites qui ont fui au moment de la chute de la tour de Babel. Alors parfois je dis, voyez, pour faire l'histoire du Rwanda, il faut vraiment remonter au déluge. Bon. Alors donc, ils ont fui la chute de la tour de Babel, c'est très important, parce que la tour de Babel, vous vous rappelez, c'est des hommes punis pour leur orgueil et leur vanité. Donc là, ça veut dire les Tutsis sont d'une race supérieure, mais perverse. Donc, il faut s'appuyer sur eux, mais il faut les contrôler. Donc tout le discours, il est là, dans ces fantasmes où la Bible est remise en service, quoi, auprès des théories qui se voulaient scientifiques sur les races. En plus, n'oubliez pas que les Pères Blancs sont dans toute la région. Donc, ils sont là au Burundi, ils sont là au Rwanda, ils sont là en Ouganda, ils sont là au nord-est de la Tanzanie, ils sont là à l'est du Congo. Donc, ils font croiser les renseignements. Ils sont ceux qui disent la vérité sur l'ensemble. Alors, au Rwanda, il se trouve qu'il y a eu un évêque qui s'appelait Léon Classe, c'était un Lorrain. Enfin, au début, il était allemand, puisque c'était la Lorraine du côté de Metz. Il a été, dès 1907, évêque de 1922 à 1945. C'est le grand bâtisseur idéologique. Hein. C'est-à-dire, il est porteur de ce modèle dans son application. Il faut le dire, au niveau des idées politiques françaises, grand admirateur de Joseph de Maistre, et il a une idée de reconstruction d'un ordre idéal, au fond, hein, au sommet les Européens et notamment les missionnaires, et le relais, les chefs Tutsis, et puis le peuple bantou. Bon. Alors il écrit, j'ai donné un texte là, dans l'essor colonial et maritime, 1930, une revue coloniale, le plus grand tort que le gouvernement pourrait se faire à lui-même et au pays serait de supprimer la caste Mututsi, donc il interprète ça comme une caste. Une révolution de ce genre conduira le pays tout droit à l'anarchie et au communisme haineusement anti-européen. On est en 1930, hein. Là, c'est l'obsession du communisme. Bon. Alors donc, sous la houlette des missionnaires et de la Belgique, il ne faut pas oublier qu'elle est un État très catholique, concordataire, l'Église et l'État colonial vont la main dans la main. Donc, on a la construction d'une noblesse racialement définie, les Tutsis, hamites, faits pour gouverner. Et en face,
les Hutus, un peuple bantou, fait pour travailler. Et peu importe toutes les nuances, toutes les contradictions, etc. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et alors, donc, on assiste à la construction d'une inégalité structurelle Hutu-Tutsi sur la base de discours racial. Alors, j'ai cité un texte, je ne vais pas lire, mais enfin, c'est pour le pittoresque. En 1948, un médecin belge qui avait travaillé au Congo, qui s'appelle Jules Sasrat, il fait un petit voyage là au Rwanda et au Burundi. Il publie un reportage au pays des Hamites, un étrange royaume féodal au cœur de l'Afrique, le Rwanda-Burundi. Entre parenthèses, il ne voit pas qu'il y a deux royaumes. Enfin bon. Alors, un répertoire de clichés. Les Batutsi, je reprends des phrases par-ci par-là, ce sont des Hamites en réalité, c'est une race de seigneurs. Alors, ils ont tous 1m90, ils sont élancés, ils ont les droits, les lèvres minces, ils sont distants, réservés, polis, fourbes, etc., etc. Le reste de la population est bantou. Mais je signale que le mot bantou est un terme linguistique et que tout le monde parle la même langue bantou, le Kinyarwanda. Hein. Bon. Donc, c'est la vision raciale du terme bantou. Le reste de la population bantou, ce sont des Bahutus, des nègres, qui en possèdent toutes les caractéristiques. Entre parenthèses, on est en 1948. Hein, on n'est pas en 1930. Bon. Mais là, en Afrique, tout est possible. Alors, nez épaté, lèvres épaisses, front bas, crâne brachycéphale. Vous vous rendez compte, c'est quand même 3 ans après 1945, vous voyez ce que je veux dire. Il conserve un caractère d'enfant, à la fois timide et paresseux, plus souvent sont d'une saleté invétérée. C'est là la classe des serfs, et on bascule dans le social, la race des chefs exige d'eux de multiples formes. Bon, voilà la colonisation par rapport au modèle racial. On passe à la suite. Il y a une révolution sociale, c'est le terme officiel, qui a lieu au Rwanda à la fin de la colonisation en 1959, qui va chasser la monarchie Tutsi. Je vais très vite, hein, je ne peux pas tout développer, et qui met à la place une république Hutu. Vous avez une thèse magnifique, on espère que le plus rapidement possible, il va en tirer des livres, notre ami Léon Sor en Belgique, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun travail sérieux sinon le sien, je le dis clairement, puisque lui, au moins, il a utilisé les archives. Bon. Alors, c'est la création, après la monarchie Tutsi, donc censée guider le pays vers le progrès et vers le Christ. Maintenant, on a trouvé que finalement, c'était le peuple Hutu qui était un meilleur guide pour aller vers le Christ. Parce qu'en fait, il y a une démocratie socio-raciale est mise en place avec l'appui déterminé des missionnaires et du mouvement chrétien social belge. Donc une décolonisation très spéciale qui commence sous la colonisation par une révolution, donc dès la fin des années 50, des chrétiens sociaux. Je ne suis pas en train de dire du mal. Moi, je crois qu'en histoire, il faut essayer de tout comprendre et d'analyser et de situer. Hein. Je ne suis pas en train de jeter de l'opprobre sur les chrétiens sociaux belges. C'est ceux des tiers-mondistes à l'époque. Ce sont des admirateurs de ce qui se passe en Amérique du Sud. Léon Sor le montre très bien. Ce n'est pas des réactionnaires. Mais, encore une fois, c'est l'Afrique là, qui va être en jeu. Et ils reprennent en même temps le schéma racial. Ils parlent donc des pauvres serfs Hutus et des méchants seigneurs Tutsis, mais ils ajoutent, on les distingue bien, les pasteurs à longue jambe et les bantous trapus. En Afrique, on peut tenir un discours racial, c'est correct. Hein. Et le manifeste des Bahutus, ce texte paru en mars 1957, qui est un peu le programme à venir de la révolution sociale, dans un de ses articles, prévoit l'intervention de médecins pour trancher sur les cas indéterminés. Donc, ce n'est pas seulement social. Hein. Alors, donc, il y a un choix socio-racial conscient du leader rwandais qui a porté cette révolution, leader du parti du mouvement d'émancipation Hutu, le Parmé Hutu, Grégoire Kayibanda, qui a fait ce choix conscient dans la recherche du pouvoir au profit d'une contre-élite Hutu, issue essentiellement des séminaires, et il réussit, autour de cette idéologie, à mettre dans sa poche, si j'ose dire, à la fois l'Église et, en fonction du maintien de l'ordre, d'un officier belge, le colonel Logiste, venu du Congo, qui était, entre parenthèses, un grand admirateur de l'apartheid et qui avait des propriétés en Afrique du Sud. Donc, vous voyez, il y a à la fois le chrétien social, le tout. Bon. Donc, ce mélange social-racial. En septembre 1959, à Strida, Boutare, aujourd'hui c'est Houguet, c'est ça? Bon. Kayibanda, il y a une phrase que j'ai citée qui est très... Je ne sais plus si elle y est, parce que je ne sais plus très bien ce qu'il dit. Oui, c'est ça, ça y est, c'est le deuxième texte là. Kayibanda dit de façon très claire, pour caractériser sa révolution sociale. Notre objectif est de libérer Gahutu comme l'ancêtre éponyme, vous voyez, de tous les Hutus, de l'emprise des Batutsi. Notre mouvement vise le groupe Hutu, outragé, humilié, méprisé par l'envahisseur Tutsi.
thème donc venu d'Éthiopie. Si nous voulons lui rendre service, évitons de l'embrouiller avec un jeu de mots. Parce qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient, il y a des pauvres Tutsis. Pourquoi vous voulez absolument tout mettre sur ce clivage-là? La vie politique du Rwanda à l'époque était beaucoup plus complexe qu'on ne le pense aujourd'hui. Nous devons éclairer la masse. Nous sommes là pour faire restituer le pays à ses propriétaires. C'est le pays des Bahutus. Le petit Mututsi est venu avec le grand, la forêt a été défrichée par qui? Par Gahutu. C'est clair, c'est un programme consistant à rendre les Tutsis étrangers dans leur propre pays. Alors, les chrétiens sociaux belges que j'évoquais tout à l'heure, il y en a un qui s'appelait Jules Fafchamp, ils n'étaient pas aveugles, ils ont été un peu inquiets de cette dérive. Alors, ils ont consulté l'évêque. Et là, l'évêque, si j'ose dire, a donné sa bénédiction. C'était le Suisse Pérodin qui a dit qu'il n'y avait pas d'inconvénient, que c'est ainsi qu'on s'exprime en Afrique. Vous voyez, toujours ce discours où, en Afrique, on peut dire des choses qu'on n'oserait pas dire ailleurs. Donc le Tutsi a été considéré comme le premier colonisateur d'une race supérieure. Les Tutsis passent au statut de race étrangère, de minorité qui va être marginalisée et même de bouc émissaire pour toute crise. Et il y aura une première crise dès décembre 63, janvier 64, un massacre bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu un premier grand massacre à ce moment-là. Et beaucoup de gens ont protesté, même le Vatican à l'époque, Bertrand Russell, qui ont employé le mot génocide à l'époque, en 64. Et donc, on pouvait avoir déjà l'esprit attiré sur cette dérive dangereuse. Hein. Il y a eu des milliers de morts, quoi. Bon. Et puis finalement, le couvercle est retombé. Et Kayibanda, dans un discours du 11 mars 64, ne cache pas les choses. Il était plus bas ou il n'était pas là? Oui, il est là, oui. Bon, je ne vais pas tout lire. Il dit, qu'est-ce qui se rend coupable de génocide? Parce qu'il a entendu dire qu'on lui reproche d'être complice de génocide. Alors, quand tous les hommes de bonne volonté auront ouvert les yeux, le terme Tutsi ne gardera que le sens de séide des forces anti-africaines, ou signifiera ethnie nomade et terroriste. C'est le juif errant, quoi. Et en supposant que vous ressuscitiez l'impossible, etc., le chaos dans ce pays, je n'insiste pas, ce serait la fin totale et précipitée de la race Tutsi. Donc la prise en otage de l'ensemble des Tutsis, la notion de bouc émissaire que j'évoquais avant, elle est affichée dès 64. Hein? Bon. Alors, voilà quelques mots pour montrer, parce que, vous voyez, je ne suis pas... bon, je pourrais développer beaucoup de choses sur l'histoire de l'idéologie hermétique, j'ai un fichier énorme de toutes les citations possibles, mais le problème, c'est pas seulement de voir le parcours de cette idéologie, c'est de voir son fonctionnement. Comment elle a été intériorisée, comment elle a été mise en œuvre, comment elle est rentrée dans la tête des gens. Quelque part, j'avais écrit que Lucien Febvre avait donc dit qu'il était impossible de ne pas être croyant au Moyen-Âge, parce que l'Église est là partout. Ben moi, je dis, il était impossible de ne pas être raciste au Rwanda. Impossible, c'était omniprésent. Omniprésent. Hein? Alors, on passe à la suite. C'est ce que j'ai intitulé la réactivation du racisme, parce que ça semblait s'apaiser un peu. C'était omniprésent, lancinant, mais de l'extérieur, on ne voyait rien. Au début des années 90, et on va assister à une réactivation du racisme. Bon, donc la République Hutu était passée de Kayibanda à un militaire qui avait fait, c'était assez banal en Afrique, un coup d'État en 73, Habyalimana. Donc, mais c'était la continuité de l'idéalisation de la démocratie en Kinyarwanda, c'est-à-dire, comme c'était dit ce matin, la démocratie, c'est là où il n'y a pas de Tutsi, mais là, disons qu'au moins, c'était où il n'y a que le peuple majoritaire qui peut s'exprimer. Le peuple majoritaire, Nyamwinchi. C'est vraiment, c'est comme une essence d'être majoritaire. On est majorité ou on est minorité, comme ça, à la naissance. Hein? Bon. Alors, et ça n'empêchait pas des tas de gens très bien en Europe de trouver que ce régime était démocratique adapté, etc. Je ne vais pas m'y attarder. Je veux surtout parler du début de la crise elle-même, des années 90. Donc ça commence à la fin des années 80, des difficultés économiques, politiques, etc. Et en même temps, le réveil d'une propagande extrémiste. Kangoura, le bimensuel Kangoura est créé dès 1990, et très vite, on voit très bien de quel bois il se chauffe, si on peut dire, c'est ce racisme. C'est le retour à la machette
Comment définitive. Alors ça, c'est ça. Est-ce qu'on voit bien l'image? Il faut passer à l'image. Voilà. Bon, alors, c'est paru en décembre, non, c'est en 91, en novembre 91, je crois. C'est dans le journal Kangura. Alors, c'est en Kinyarwanda. Donc, Batutsi Goko Bwimana, c'est-à-dire, alors Goko, ethnie, mais là, voulant dire aussi race, catégorie, etc. Bon, ethnie, disons, de Dieu. Bon, ironie, point d'exclamation. Ils ne sont pas de Dieu. Hein. Alors, vous voyez à gauche la machette, à droite le portrait de Kayibanda, le fondateur de la République Hutu. En bas, celui qui nous ramènera la révolution de 59, la révolution de 59 des Bahutus, c'est celui qui nous ramène, etc., pour que nous triomphons des Inyanzi Tutsi. Entre parenthèses, c'est très intéressant, Inyanzi Tutsi avec un tiret. Parce que parfois, lors des procès d'Arusha, les génocidaires disaient « Ah mais non, Inyanzi, ce n'était pas les Tutsis. Non, 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 c'était uniquement le FPR. » Alors là, on a la preuve que non. Parce que le tiret montre que ce n'est pas essence, que les Tutsis sont des cafards. Inyanzi, c'est cafard. Hein. Alors, et sur le côté, voilà, Ntwaro, c'est l'outil, c'est la machette qui est commentée. Voilà l'outil que nous utiliserons pour vaincre définitivement, Burundi, les cafards. Si ce n'est pas un programme d'éradication des Tutsis en fin 91. Bon, à part ça, comment ne pas s'inquiéter et comment dire qu'on ne savait pas. Bon. Alors, donc, ce que je voulais dire, ce qu'on a développé beaucoup dès 95 dans le livre qu'on a fait avec Jean-François Dupaquier, Marcel Camada, etc., sur les médias du génocide, sur la base des journaux extrémistes et des enregistrements de la RTLM qui ont pu être trouvés, les médias du génocide, eh bien, on voyait très bien que toute une propagande structurée se développait dans les années précédentes et pendant le génocide à la RTLM. Alors, souvent j'insiste là-dessus, j'y reviens, c'est l'aspect moderne, argumenté, structurel de ce racisme. Ce n'est pas une haine ethnique, ce n'est pas ces sauvages de Tutsis, ces épouvantables Tutsis venus des montagnes. Non, c'est... Alors, voilà les citations quand même. L'organe du parti MRND, Umukwanashaka, le militant, en avril 91. Il y a des réalités auxquelles on ne peut échapper sauf quand on veut jouer de la dissimulation, comme par exemple changer d'ethnie. Dès qu'on te découvre, tu es confus et tes frères n'hésitent pas à te traiter de chien. Tu peux appartenir à une ethnie sur les papiers, c'est-à-dire les fameux papiers d'identité, sur lesquels sûrement on aura l'occasion de revenir, mais dans quelle veine puiseras-tu le sang de cette ethnie? Si ce n'est pas un racisme moderne, ça. Comment dire, les organisateurs de la propagande, ce n'étaient pas des abrutis dans un coin, c'était des gens instruits qui savaient de quoi ils parlaient. Hein. Alors, en 1992, en Kangura, sa version internationale, il fait appel à la conscience bantou. Vous êtes une ethnie importante du groupe bantou, etc., etc., etc. La nation est artificielle, l'ethnie est naturelle. On dirait un titre d'exposé d'extrême droite ou je ne sais pas d'où. Bon. La nation est artificielle et l'ethnie est naturelle. Kangura, mars 93, alors c'est encore plus beau ça, un cafard ne peut pas donner naissance à un papillon. Et c'est vrai, dit le journaliste, un cafard donne naissance à un autre cafard. Pourquoi on n'aurait pas compris? L'histoire du Rwanda, il nous explique, nous montre clairement qu'un Tutsi est demeuré identique à lui-même, qu'il n'a jamais changé. La malice, la méchanceté sont celles que nous connaissons dans l'histoire de notre pays. Les spécialistes de la génétique humaine nous disent que la faiblesse démographique des Tutsis, ce qui est idiot, hein, la démographie des Hutus et des Tutsis dans l'ensemble du pays était analogue, nous disent que la faiblesse démographique des Tutsis est due au fait qu'ils ne se marient qu'entre eux, ce qui est également faux. Bon. Cette façon de se rechercher peut les faire disparaître de la terre. Est-ce qu'on dira que ce sont les Tutsis qui les ont découpés? Attendez, ils vont encore nous parler de génocide alors qu'ils préparent eux-mêmes leur propre génocide sur une base démographique. Bon. Vous voyez, mais c'est quand même une propagande assez perverse et assez savante. Mais il y en a beaucoup d'autres de ce genre. Alors, bon, il faut que je trouve la suite de mes papiers, parce qu'on ne va pas en rester là. Excusez-moi, quand on manie les papiers, il y a toujours un moment où ça s'en mêle. Bon. C'est pour ça que les enquêtes orales, c'est bien aussi. Hein. Bon, alors, on n'a pas besoin de
classer les papiers. Alors, si, finalement, les enquêtorats se transforment en papier. Alors, j'ai donné une citation aussi importante de la RTLM, parce que quand même, on est là pour parler du génocide. C'est sur cette base idéologique, le fait que le peuple majoritaire, je vous expliquais l'importance de ce mot, est le bouclier. Et il y a cette fameuse émission du 3 avril, quelques jours avant l'attentat, le journaliste Noël Hitimana reprend donc une sorte de prophétie. Il annonce qu'une petite chose à Cantu va bientôt se déclencher et que va se déclencher une lutte finale, Simusiga, c'est-à-dire qui n'épargnera personne. Alors, il y a des agents, je crois que c'est ça, hein, oui, voilà. Il y a des agents qui nous font parvenir des informations, etc. Que le FPR sache que tout est de sa faute, etc. Le peuple, voilà le vrai bouclier. C'est la véritable armée qui est forte. Donc le peuple qui l'évoque, ce sont les miliciens, les gens qui s'entraînent, les gens qui ont des armes, les gens qui sont entrés dans le système dit de l'autodéfense. Alors là, ça renverrait à beaucoup d'éléments de l'organisation du génocide. Le peuple, voilà le vrai bouclier. Moi, je m'intéresse à la propagande ici uniquement. C'est la véritable armée qui est forte. Les forces armées combattent, mais le peuple, lui, dit « Nous tenons vos arrières. C'est nous le bouclier. Le jour où le peuple va se lever et qu'il ne voudra plus de vous, vous les Tutsis, qu'il vous haïra à l'unisson du fond de son cœur, je ne me demande par où vous vous échapperez, par où vous pourrez passer. » Bon, vous savez que la RTLM, à un moment, s'est intitulée « L'état-major des mots ». Vous avez conscience de... C'était un but de leur rôle. Alors voilà la propagande. Alors, c'est important. Il y a les travaux d'Hélène Dumas sur les formes de la violence qui montrent que ces formes ne sont pas anodines, qu'elles sont bien associées à une idéologie. Il y a cette propagande, il y a aussi une sociologie. Il faut que je vous évoque rapidement quand même une étude d'un sociologue belge qui s'appelle Peter Verwimp, une étude publiée en 2003. Il a fait des sondages sur des échantillons de population dans 3 préfectures du centre-ouest pour essayer d'analyser d'analyser sociologiquement, en fonction de leurs origines, les morts des massacres de l'époque 94, y compris les pogroms qu'il y a eu avant, etc. Alors, il constate que un tiers des foyers Tutsis ont été totalement exterminés en 94. Là, c'est essentiellement 94. Un tiers des foyers Tutsis ont été totalement exterminés, très souvent le même jour et au même endroit, ce qui montre que ce n'est pas une mortalité diffuse, et que seulement 8,3% des foyers Tutsis étudiés n'ont perdu aucun de leurs membres. Il dit, voilà un modèle génocidaire. Et il dit, les Hutus ont perdu aussi des leurs. Il y a eu une guerre civile, il y a eu des représailles, etc. Mais il constate que 91% des foyers Hutus sur la même région n'ont perdu aucun de leurs membres de mort violente. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mort Hutu. Tout à l'heure, on disait le mal qu'il fallait penser de classement comme ça, mais là, quand on fait une étude où on veut mettre au clair des choses, bon, on est obligé de classer. Mais donc, revenons aux réalités du génocide, qui sont différentes de réalités d'une guerre civile. Auschwitz, ce n'est pas la guerre mondiale. Auschwitz, ce n'est pas le bombardement de Dresde. Vous voyez, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et ça ne veut pas dire qu'on ne compatit pas avec les douleurs des victimes de Cologne, de Dresde, des bombardements, je veux dire, ni de tous ces Allemands qui ont été chassés de Pologne après 1945, etc. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Il faut s'intéresser à tout, mais il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Alors, aussi, je voudrais dire, revenir rapidement sur cette formule de Hutu modéré. Il y a eu un certain nombre de Hutus qui n'étaient pas du tout des génocidaires, au contraire, qui ont été tués, et souvent dans la presse, on les appelait des Hutus modérés. Moi, je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Je ne sais pas, est-ce que je suis un Français modéré ou un Français extrême? Je sais pas, oui, peut-être. Mais Hutus modéré. Non, c'est des gens peut-être modérés, mais surtout courageux, qui ont refusé de se joindre aux tueurs, qui en ont sauvé. Ce sont les acteurs du changement politique qui ont tous été éliminés dans les premiers jours, etc. Donc, moi je dirais, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah ben vous voyez, dans le génocide, oui, il y a des Tutsis, mais il y a aussi les Hutus modérés. » Mais justement, la mort concertée, déterminée, voulue, de ces Hutus modérés, elle rentre dans le plan du génocide.
C'est la preuve que c'est un génocide. Si on ne tue pas seulement les Tutsis, mais aussi ceux qui les aident, c'est qu'on est en présence d'une machine d'élimination, d'éradication des Tutsis qui conduit aussi à écarter les obstacles. C'est comme ça qu'il faut voir. C'est des Hutus, c'est des justes, enfin, si on dirait dans un autre contexte. Hein. Bon, et eux, ils étaient baptisés en fait des Iblitso, des complices. Alors, ensuite, est-ce que j'ai encore un peu de temps pour parler du temps présent? La normalisation du génocide des Tutsis depuis 1994, une véritable revitalisation d'idéologie de race. Elle est toujours là, cette idéologie, plus ou moins cachée, mais dans l'emploi de certains mots, etc., ou franchement ouverte sur les sites internet. Hein. Bon. Alors, moi, je voulais rapidement vous dire que je voyais deux filières très fortes hein, de l'expression de cette normalisation d'un discours racial, finalement, c'est en France et en Amérique du Nord. Bon. Alors, en France, c'est ce que j'appellerais la pensée officielle d'un groupe politico-militaire français impliqué dans la politique menée dans les années 90-94 et dont l'écho sonore a été M. Pierre Péan dans Noir Fureur et Blanc Menteur. Bon. Alors, là, je parle je parle pas de tas de choses dont on pourrait parler à ce propos, mais du thème racial. Le fil conducteur, en ce qui concerne le Rwanda du livre de Péan, c'est celui de la fourberie atavique des Tutsis. Une culture du mensonge et de la dissimulation domine toutes les autres chez les Tutsis, dans une moindre part par imprégnation chez les Hutus. Cette citation, c'est un des très, très rares écrits sur le Rwanda que semble avoir lu M. Péan, vient d'un certain Paul Dress, qu'il présente comme un administrateur territorial et qui en fait était un poète de Liège, maurassien, qui avec Léon Daudet, quand Léon Daudet avait dû s'enfuir un moment de France, etc., et qui avait fait du tourisme au Rwanda, et qui publie son livre en 1940. Bon. Et qui donc glane les différents clichés. Là. Donc ça devient comme un témoignage de la perversité tutsi. Mais mise en application ensuite, dans le livre de Péan, cette culture du mensonge s'est particulièrement développée dans la diaspora tutsi, pour revenir l'an prochain à Kigali, vous voyez aussi l'allusion là. Celle-ci a pratiqué avec efficacité mensonge et manipulation. Les associations de Tutsis hors du Rwanda ont fait ainsi un très efficace lobbying pour convaincre les acteurs politiques du monde entier de la justesse de leur cause. Elles ont infiltré les principales organisations internationales et d'aucuns parmi leurs membres ont su guider de très belles femmes Tutsis vers des listes appropriées. Leur brillante intelligence a su parfaitement se jouer de nombreux milieux intellectuels. Écoutez, moi je suis désolé, mais je reconnais des discours antisémites à l'appel sous cette façon de s'exprimer. Et ça double du complot américain, américano-israélien. Alors maintenant, l'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, à la fois au Canada, aux États-Unis, bon, je ne vais pas développer là, mais moi, mon attention avait été attirée par un site canadien qui est en français et en anglais, Mondialisation ou bien Global Research, qui publie en 2008 un texte venu d'une officine de politiciens rwandais en exil. En gros, c'est un esprit conspirationniste, c'est un site d'ailleurs très ouvert à Thierry Messant, etc. Et donc, ça consiste à dire que le génocide n'est qu'un épisode dans le cadre d'une guerre inavouable menée en Afrique centrale par le président Museveni, avec le soutien et l'appui des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'Israël, dont le FPR n'est qu'un outil. Donc, le génocide des Tutsis aurait été provoqué cyniquement par le FPR lui-même pour justifier le génocide des Hutus commis ensuite au Congo, qui aurait été lui-même dûment planifié afin de créer un grand empire nilotique en Afrique, un nouvel Israël pour les Américains. Bon, Pierre Péan reprend cette thèse telle quelle dans le livre Carnage en 2010. Alors, bon, il y a donc des pistes comme ça qui entretiennent ce discours sans remettre en cause quoi que ce soit dans une idéologie de race qui est bien connue, bien critiquée, bien connue, analysée historiquement, peu importe, elle fonctionne et en avant. C'est ça qui, moi, m'énerve, comme dit parfois Pierre Galinier, parce qu'on dirait que le travail des chercheurs ne sert à rien, qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Maintenant, vous me direz que l'idéologie antisémite, elle continue à fonctionner, c'est la même chose. Hein. Alors, moi, sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que la notion de double génocide nous renvoie toujours vers le duo ethnique, en fait. Il s'agit de dire toujours que ça marche par deux. Les uns sont criminels, les autres aussi. Hein. Je conclus. Le Rwanda n'est pas exotique. C'est notre histoire aussi.
La tragédie de 1994 a été, j'ai envie de dire aussi, c'est comme il y a 25 ans, il s'est passé beaucoup de choses par le monde, y compris chez nous. Elle était prémonitoire, je trouve, d'une dérive plus générale dans notre propre histoire. Bon, il y a un retour d'une lecture raciale de cette région d'Afrique. Mais c'est pratique, au fond, de développer du racisme sur une région lointaine que personne ne connaît, ou presque. Donc on joue d'une vision exotique, à la fois ethnique, tantôt humanitaire. Donc l'aveuglement est possible. Donc, voire la complicité par l'éloignement, etc. Donc, en fait, une vision exotique confortable pour développer des thèses insupportables. C'est loin, de toute façon, puis là-bas, vous savez, ils sont comme ça, c'est l'Afrique. Je sais plus, je crois qu'il y a un politicien français très lié à la politique de Mitterrand qui a dit un jour, un journaliste français, mais vous ne connaissez pas l'Afrique, c'est comme ça. Bon. Alors, le syndrome Hutu-Tutsi est une étonnante passion. On dirait que le monde entier, pour certains, se divise en pro-Hutu et pro-Tutsi. Et moi, je dis, encore je répète ce que je viens de dire, l'Afrique comme terrain de jeu de la poursuite insidieuse ou de la réactivation d'idéologies extrémistes qui avaient été dévalorisées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si on peut parler aussi simplement de race avec un langage franchement raciste, c'est parce que c'est loin, qu'on ne connaît pas, qu'on ignore, etc. Mais finalement, il fonctionne ce discours. Et il est tenu chez nous. Alors pourquoi il ne glisserait pas insidieusement dans nos propres consciences, dans nos propres propos, je veux dire nous, de notre société? Surtout que moi je vois beaucoup d'antisémitisme en connivence avec l'anti-amitisme. Bon là il y aurait des références, des citations. Quand même il y a quelque chose de pittoresque que je mentionnais dans le livre. En juin 1994, là on repart en Afrique, il y a un universitaire congolais, zaïrois à l'époque, qui avait fait ses études, sa thèse aux États-Unis. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est un professeur. Il fait une conférence dans une école normale à Rutshuru, je crois. Juin 1994, on est en plein génocide. Et il explique qu'il a ramené des États-Unis un livre qui explique tout. Les protocoles des sages de Sion. Et il fait sa conférence là-dessus. Il explique que ça éclaire très bien sur l'hypocrisie Tutsi, très proche des Juifs, etc. Bon. Ce monsieur, ensuite, a été invité comme enseignant à Anvers. Je ne sais pas où il est maintenant, mais enfin, bon, c'est quelqu'un de respectable. Bon, mais c'est loin. Qui connaît Rutshuru, qui connaît son discours? Son discours a été connu d'une part par Alois Tegera, un historien congolais qui a fait sa thèse sur le Nord Kivu, qui a retrouvé le texte et tout, mais il est évoqué aussi dans un livre d'un romancière flamande, Joris Les Rebelles, qui évoque cette scène absolument inouïe. Bon. Alors, puis j'ai envie de dire, écoutez, moi je vais être un peu politiquement incorrect dans tous les sens, parce que ces safaris idéologiques là, où les races fonctionnent, mais ça fonctionne un peu partout dans nos mouvements politiques quand même. Hein. À l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Excusez-moi, oui, je pourrais donner des citations. Comment c'est facile pour l'Afrique, si on croit défendre une thèse qui nous intéresse nous, de jouer allègrement avec ces schémas. Je me suis rappelé qu'il y a eu un fort antisémitisme de gauche en France au milieu du XIXe siècle, avec Alphonse Toussenel, les Juifs rois de l'époque, qui est rediffusé sur le site d'Alain Soral, qui n'est pas d'extrême gauche. Vous voyez les passerelles. Et moi, pour préparer le livre, je furetais un peu Internet, j'ai vu plein de passerelles comme ça, rouge-brun. Et puis alors, c'est là où je vais être franchement, je crois, incorrect, c'est qu'on a des problèmes en France pour faire reconnaître clairement qu'il s'est passé un génocide, etc., avec des groupes étiquetés à gauche. Nous avons de gros problèmes avec la Fondation Georges Jaurès. Je suis désolé. Cette fondation que j'estime beaucoup s'est trouvée un expert maison dont personne ne sait quel est le parcours. Et alors, je reprends ce que je disais au départ, comme si pour justifier, bon, on peut expliquer la politique française, je ne vais pas développer ici, hein, de toutes sortes de façons, mais comme si, pour la justifier, c'est grave ça, il fallait absolument créer le doute sur le génocide. Ça, c'est inquiétant, s'il faut vraiment en aller jusque-là. Hein. Alors, et puis tous ces safaris idéologiques actuellement, tous les populismes radicaux, la priorité des identités raciales ou historiques sur les options politiques ou les mouvements sociaux. Vous voyez tout ce que j'ai en tête et qui m'effraie, hein, qui nous effraie tous, je crois.
Bon, et puis je voudrais aussi savoir, je vais terminer, pourquoi on n'arrive pas à trouver d'éditeurs aux États-Unis pour traduire en anglais notre livre. On a un problème, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais l'Amérique du Nord. Ça pourrait entraîner vers d'autres considérations. Bon, allez. Bien, merci mille fois Jean-Pierre Chrétien. Je crois qu'il nous reste un petit peu de temps avant la pause pour quelques questions sur ce sujet fondamental, hein, des liens entre ce racisme que vient d'exposer Jean-Pierre Chrétien et le racisme en acte dont nous parlerons en début d'après-midi. On a une demi-heure. Alors donc des micros vont circuler. Oui. Les papiers et les micros. Non. Voilà. Je vais poser une question de profane et qui revient au tout début de ton exposé. Ce que tu as dit, et c'est très impressionnant d'une certaine manière, comment une idéologie se forme avant même que les Européens découvrent le pays. En même temps, lorsque tu as dit rapidement, enfin tu as essayé d'esquisser rapidement ce qu'était la société rwandaise de l'époque, tu as parlé notamment de clans, et tu as dit qu'à l'intérieur de chaque clan, il y avait donc des Tutsis, des Hutus et des Twa. Ma question, elle est très très simple et sans doute très naïve. Sur quoi se fonde cette distinction qui est pré-coloniale? C'est-à-dire que c'est une des questions, enfin elle est faussement naïve bien sûr, qu'on peut se poser lorsqu'on regarde ce pays sans en être familier. Qu'est-ce qui fait à l'origine cette distinction, qui n'est donc ni ethnique, ni culturelle, ni linguistique, si j'ai bien compris, et qui, malgré le génocide, et malgré la politique qui a été, d'une certaine manière, de réconciliation qui a été, enfin, au défacement plutôt, des ethnies qui a été imposée d'une certaine manière depuis une vingtaine d'années, continue malgré tout de subsister dans la conscience, enfin je vais employer des termes, encore une fois, la conscience de soi des personnes concernées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait cette différence qui n'en est pas une? Voilà. C'est une question vraie, et, enfin pertinente et embarrassante. Alors, dans le regard des Européens, je crois qu'en premier lieu, ils ont l'image des cours royales et princières. Le pays, pour eux, il est perçu par ça, par ce biais-là. C'est-à-dire que les premiers visiteurs, les premiers colons, etc., en fait, ils parcourent le pays, mais essentiellement, les contacts, c'est par les cours. Et donc là, ils prennent contact avec une situation politique, celle d'une aristocratie. Une aristocratie Tutsi, et de Hutus qui sont là aux environs, ou même auprès de la cour, etc., qui apparaissent comme moins proches du pouvoir. Donc ça part d'une image politique qu'ils ont. Bon, en plus, cette aristocratie, elle existe vraiment, il y a des mariages préférentiels, etc. Bon, donc il y a une couche sociale Tutsi. Maintenant, justement, ce clivage Hutu-Tutsi-Toi, disons qu'il est profondément culturel. Il est au cœur d'une culture. Il est au cœur d'une culture. Je me rappelle, je ne sais plus, d'une enquête orale où c'était au Burundi, mais
je ne sais plus qui disait face aux Allemands, ici c'est le Burundi, c'est ce pays où il y a des Hutus et des Tutsis. C'est-à-dire, le Burundi aussi d'ailleurs. Hein. Mais c'est-à-dire qu'on est de tel clan, on est de telle catégorie. C'est culturel, ça. Enfin, il faudrait se plonger dans toute la littérature anthropologique, aussi bien sur l'Amérique précolombienne que l'Océanie, etc., où tu vois toutes sortes de structurations de société, des moitiés, etc., des clivages sur lesquels est fondé le rapport social. Et on n'a aucune explication sur l'origine. Alors ça, le discours d'origine, alors non, il n'y a aucun récit d'invasion, il n'y a rien du tout de ce point de vue. Bon. Alors, c'est profondément culturel, ça se double, alors, notamment dans le cas du Rwanda. Au Burundi, c'est un peu plus compliqué, c'est pas un hasard aussi si l'histoire du Burundi est différente, même si elle a été contaminée, si on peut dire, par le modèle rwandais, enfin, ça d'autres considérations. Ce clivage culturel prend signification politique. C'est-à-dire, alors ça, c'est depuis, on pourrait quand même se demander si ce n'est pas surtout depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, en fonction d'éléments des traditions orales. C'est-à-dire le fait qu'il y a une dynastie Tutsi, des lignages Tutsi alliés, etc., une aristocratie Tutsi qui s'est créée. Donc l'identité Tutsi, elle est plus positive. Donc il y a un contentieux qui peut se créer à ce moment-là sur cette base de l'opposition est une aristocratie. Mais encore une fois, l'aristocratie, c'est 5-6% des Tutsis. Hein, bon. Et au fond, il faut attendre la colonisation pour que systématiquement tous les Tutsis soient privilégiés. Bah, avant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors moi, j'ai du mal à répondre. C'est là, c'est culturel. Et c'est difficile de dire il n'y a plus ni Hutu ni Tutsi. Le problème, ça serait peut-être justement, est-ce possible d'aller en amont du génocide, en amont aussi de la royauté, etc. De dire, chez les Banyarwanda, il y a des Bahutus, des Batutsis et des Batwa. C'est une vieille histoire. Est-ce que c'est tellement important? Peut-être d'arriver à relativiser aujourd'hui, mais c'est au cœur de tradition. Hein, je ne sais pas comment te répondre clairement. C'est embarrassant, souvent vient cette question d'aller... Je poursuis. Merci Jean-Pierre de cette conférence extraordinairement vivante, drôle par certains côtés, sinistre en même temps qu'elle est drôle. Et je retiens 2 points. D'une part, cette idée, je crois, absolument essentielle de l'intériorisation du racisme et des deux côtés. C'est l'intériorisation du racisme par les acteurs sociaux, le fait que ce racisme a été hautement performatif. Je trouve qu'on n'y assiste pas suffisamment. Comme si c'était effectivement un décor idéologique qui n'a pas de performativité dans à la fois la pensée et l'agir des acteurs sociaux. Et donc, je trouve que c'est un point très important. Et c'est la première fois que j'entends, c'est peut-être une grande naïveté de ma part, cette notion de safari idéologique que j'ai trouvée parfaite. Je l'ai souvent employé. Excuse-moi, j'aurais dû le... C'est la première fois que je l'entends dans ta bouche. Qui est en fait un miroir effrayant que tu tends à nos propres sociétés, en réalité. Car c'est ça qui me paraît important. Alors, j'aurais juste ajouté un complément sur la Fondation Jean Jaurès, qui effectivement, je suis comme toi très préoccupé par le travail de sape, finalement, de cette fondation, qui évidemment a une sorte à la fois d'épée et de bouclier à sa disposition, qui est le nom de Jean Jaurès lui-même. Il se trouve que j'ai pris rendez-vous avec eux l'année dernière, donc à l'occasion d'une table ronde sur autre chose, pour rencontrer justement le responsable des relations internationales qui m'a reçu. Donc je m'étais évidemment préparé à une rencontre que je prévoyais comme difficile. Et j'ai été très frappé. Et c'est peut-être un point auquel il faudrait réfléchir. J'ai été très frappé du désarroi dans lequel ils sont, l'absence d'arguments, et un seul d'ailleurs, dire que oui, qu'ils écoutent effectivement. Je leur disais que progressivement ils allaient se retrouver tout seuls, comme une île déserte, cernée finalement tout simplement par la vérité. Et oui, mais nous, on fait pourtant un gros effort pour
et mettre un discours qui soit démarqué de celui d'Hubert Védrine. Leur idée, c'est ça. C'est qu'il y a un discours, une doxa, au fond, très, très raide, très radical, qui serait celle émise par Hubert Védrine de manière avec beaucoup de talent, d'obstination et de présence médiatique en France, et qu'eux font un effort pour s'en démarquer et ne pas suivre. Et ça leur paraît suffisant. Et il y a là, vous voyez, il y a une lecture très, très spécifique. Et au fond, il me semble que, effectivement, il y a encore eu un article très, très récent depuis, que la position de la Fondation Jean Jaurès, vraiment, sur le génocide des Tutsis rwandais, est vraiment le critère, un critère extrêmement micro, mais extrêmement pertinent de l'effondrement de la social-démocratie française. C'est ça qui se joue autour de la Fondation Jean Jaurès, autour, finalement, c'est la couverture du mensonge. La couverture du mensonge qu'a été la politique mitterrandienne entre 90 et 94. Et voilà, je ne sais pas comment on pourrait aller plus loin dans cette, avec eux, et comment on pourrait les faire basculer. Si on arrivait à les faire basculer, ce serait, je pense, extrêmement important. Ouais, rapidement, tu as raison de dire que ça nous rend triste, en fait. Hein, bon. Que ça rappelle aussi, si on fait de l'histoire, que Jaurès, il faut se rappeler que, justement, il a su se démarquer d'un réflexe de classe qu'aurait pu dire ce bourgeois galonné, Dreyfus, est-ce que vraiment le mouvement ouvrier doit se solidariser avec lui, quoi. Alors là, on emploie souvent l'argument social, comme si les Tutsis qui ont été massacrés étaient tous des riches et des bourgeois. Dans les safaris idéologiques, il y a le maoïsme, où la révolution sociale de Kayibanda était considérée comme une manifestation de mouvement populaire du tiers-monde. Hein, bon. Et enfin, pour renforcer ce que tu dis sur l'intériorisation, notamment, on n'est plus à l'époque des éleveurs et des agriculteurs, on est à l'époque des écoles. Et dans les écoles, je dis toujours, mettez-vous à la place d'un élève rwandais. S'il est Hutu, on lui dit qu'il est un peu borné, parce que c'est pas caché, quoi. Il y a des textes qu'il doit faire. Et s'il est Tutsi, que bon, il est bon pour diriger le pays. Vous imaginez à la fois de ce qui peut se passer dans la tête de ces jeunes ensuite pour gérer leur vie sociale. Oui, juste pour reprendre par rapport à ce que vient de dire M. Rouzou sur la Fondation Jean Jaurès, en fait, moi, j'ai l'impression que le discours de Védrine, j'ai pas l'impression, Védrine cite Reingerdt, le négationniste belge, et à la Fondation Jean Jaurès aussi, ils ont les mêmes sources négationnistes. Oui. Et justement, vous, par rapport à Jean Jaurès, vous avez situé l'article Les Juifs de l'Europe de Tousnel. Et j'ai un petit problème par rapport à des chercheurs comme Jean-Philippe Schreiber à l'ULB, puisqu'il y a eu, par rapport à Pierre Leroux, qui avait repris cet article, il y a toute une... Dans l'histoire de la social-démocratie, depuis Jaurès et jusqu'à Leroux, il y a toute cette mise au banc de Pierre Leroux comme un des premiers antisémites, alors que justement, dans ces articles, une chercheuse en France comme Armelle Lebras-Chopard démontre, et Pierre Leroux à Limoges, c'était quelque chose. Et je m'interroge aussi, puisque par ailleurs, puisque vous vous présentez comme un chercheur de droite et militariste, M. Rouzou, moi j'ai milité à la France Insoumise sur le dossier Rwanda. Ah bah non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et j'en suis gravement atteint. Voilà, merci. C'est pour remercier Jean-Pierre Chrétien sur ses recherches qui pour nous sont très importantes, quoi. Alors, c'est-à-dire, je mets ici une inquiétude. Je dis maintenant, j'enseigne l'histoire chez moi. Eh bien, ce que nous remarquons, c'est ce qu'il nous a dit ici. Donc, les hypothèses des anciens anthropologues, missionnaires ou colonisateurs, hypothèse qui devient une vérité historique. C'est ça un grand problème que nous avons eu. Eh bien, des missionnaires suisses, ou bien tout simplement des
des touristes français qui venaient pour photographier les oiseaux, ou bien compter les escargots de la mer Victoria, et après qui devenaient des spécialistes de l'Afrique au niveau anthropologique. Donc ça nous a frappé beaucoup. Donc les hypothèses qui deviennent des vérités historiques sans être éprouvées scientifiquement. Au niveau, par exemple, le déplacement des peuples, donc tout ce qu'il a dit là-bas, des Hutus, des Tutsis, eh bien, ce sont des hypothèses anthropologiques qui sont devenues des vérités et maintenant qui sont la base du génocide. Une autre chose qui m'a étonné dans ce que vous avez dit, eh bien, s'il vous plaît, c'est la Bible. Donc, quelques passages bibliques. Maintenant, je me rends compte que, par exemple, quand on tuait les Tutsis chez nous, on les appelait les serpents. Pourquoi? Je suis allé creuser, creuser comme chercheur. Eh bien, c'est que dans la Genèse, c'est le serpent qui a amené le péché originel, donc du temps d'Adam et Ève. Et alors, ça, c'est pour dire que le problème du Tutsi, c'est celui qui a, disons, amené le problème au Rwanda. Ça, c'est les génocidaires qui devaient justifier justement l'amour du Tutsi. Après, il ne l'a pas dit, mais c'est dans la logique d'Okayibanda, dans les années 57, donc le 24 mars, est venu manifester des Bahutu. Et après, une année après, un certain Gitera, il a promis le décalogue des Hutus, donc les 10 commandements des Hutus. Donc ça c'est vraiment lamentable. Dans un peuple qui... il y a beaucoup d'analphabétisme, donc les gens un peuple qui continuait son chemin de développement. Une autre chose, quand je dis comme ça, c'est pas pour fuir la responsabilité. Notre génocide, je dirais que le vrai fond vient de l'Europe. Dans quel sens? L'affaire de la majorité-minorité. Ça, c'est la démocratie européenne. Alors, nous, il a mentionné un évêque, Monseigneur André Perrodin, qui est un évêque suisse, il est déjà décédé, ça fait déjà 10 ans. Eh bien, c'est lui qui, avec Kayibanda justement, le deuxième président rwandais, comme tout le premier, étaient des anciens séminaristes. Eh bien, c'était une manipulation d'un peuple avec des procédés démocratiques qu'on ne comprenait pas. C'est pour cela que justement, notre démocratie, entre guillemets, a pris la connotation ethnique. Alors, imaginez-vous, une démocratie basée sur l'ethnie. On est, ce qu'il a dit Jean-Pierre Chrétien, comme il a dit, on est dans la majorité, on est dans la minorité. Donc ça, c'est une démocratie, j'allais dire, innée. Ça, c'est une honte. Pour terminer, on a parlé des Hutus modérés. C'est pour expliquer ceux qui ne le savent pas. Eh bien, il y a un moment où les Hutus invitaient les autres à être extrémistes. Alors, les Hutus qui ont refusé l'extrémisme, disons, qui ont refusé d'haïr et de dénigrer les Tutsis, eh bien, se sont considérés comme des Hutus modérés. Alors, politiquement, ça a joué parce qu'on connaît qu'il y a des Hutus vraiment qui ont refusé le génocide, qui ont lutté contre le génocide, et malheureusement, il y a beaucoup de Hutus qu'on a tués parce qu'ils ont refusé d'adhérer au génocide. Voilà, donc c'était pour dire tout simplement à Jean-Pierre Chrétien, grand merci. Très rapidement, je pense que dans notre culture politique, démocratie, c'est la loi de la majorité, c'est aussi le respect des minorités, c'est l'esprit critique. Hein. Il y a plusieurs éléments quand même. Hein. Et quant à... Non, mais cette histoire de Hutu modéré, c'est quand même pervers parce que on peut sans le vouloir, se trouver un peu piégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Hutu extrémiste se présente comme un vrai Hutu mentalement. Et donc, Hutu modéré, ça veut dire que l'autre... Enfin, on peut être piégé aussi, hein, que l'autre ne serait que modérément Hutu. Alors que l'autre, vous le qualifiez d'extrémiste, mais lui, il va dire non, il est un vrai Hutu, tout simplement. Enfin bon, on est piégé par tous ces vocabulaires. Enfin bon.
Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette matinée très, très riche. Je vous propose que nous nous arrêtions maintenant. Nous nous retrouvons à 14h30. Voilà.